Une silhouette solitaire se déplace dans une nature sauvage et brumeuse, un Malinois belge à ses côtés. L'œil exercé de l'opératrice Seal repère quelque chose d'impossible. Un hélicoptère Apache intact, caché sous des années de végétation. Aucun dommage dû à un crash. Aucun signe d'atterrissage d'urgence. Alors qu'elle grimpe dans le cockpit, sa lampe de poche révèle des cartes encore épinglées sur des tableaux, des codes cryptés sur des écrans en veille, des objets personnels abandonnés. Son chien gratte frénétiquement un compartiment caché. À l'intérieur, des documents classifiés qui n'auraient jamais dû être trouvés. La vérité sur ce qui s'est passé dans ce village afghan il y a 7 ans. La vérité sur la raison pour laquelle son mari n'est jamais rentré. L'aube se lève sur la Queen Wilderness dans l'État de Washington, projetant de longues ombres à travers les conifères centenaires. Une fine brume s'accroche au sol de la forêt, tandis que le lieutenant Aaron Blackwood se déplace avec un silence expert à travers les sous-bois denses. Son malinois belge, Vortex, maintient une cadence parfaite à ses côtés. Deux prédateurs en parfaite synchronisation silencieuse. Leur souffle forme de petits nuages dans l'air vif du matin, alors qu'ils s'arrêtent au bord d'une petite clairière. Les mouvements d'Aaron sont précis et économes, indubitablement militaires, mais avec une intensité qui suggère quelque chose au-delà de l'entraînement standard. Elle s'agenouille près d'une bûche tombée, sortant un journal résistant aux intempéries, pour prendre des notes détaillées. Ces croquis capturent les caractéristiques du terrain et les observations de la faune avec une précision remarquable. Lorsqu'elle tourne la tête pour balayer le périmètre, le col haut de son équipement tactique se déplace légèrement, révélant des aperçus de tissu cicatriciel le long de son cou avant qu'elle ne le remette en place. La forêt autour d'eux est vivante des bruits du matin, les oiseaux s'appelant les uns les autres alors que la nature sauvage s'éveille. Les oreilles de Vortex tressaillent à chaque bruit, mais le chien reste discipliné, concentré sur leur mission. Cet exercice d'entraînement de reconnaissance en profondeur est une routine pour le duo, l'un des dizaines qu'ils ont accomplis ensemble dans des endroits reculés à travers le pays. Soudain, Vortex se fige, les oreilles dressées, le corps raide d'alerte. Aaron se met immédiatement en position de défense, une main se déplaçant instinctivement vers son arme de poing, dans son étui à la cuisse. Ses yeux suivent le regard intense du chien vers un ravin densément envahi par la végétation, 50 mètres en dessous de leur position. Elle lève ses jumelles, balayant méthodiquement. À travers les trouées dans la brume matinale, une forme géométrique anormale émerge parmi les contours organiques du paysage. Quelque chose qui n'a pas sa place dans cette nature sauvage. Quelque chose de fabriqué par l'homme. Aaron fait un signe subtil de la main à Vortex et le chien avance en position de reconnaissance, s'arrêtant tous les quelques mètres pour vérifier les courants d'air à la recherche d'odeur. Ils descendent vers le ravin en tandem, empruntant un itinéraire détourné qui offre une couverture tout en approchant de l'anomalie. Des années d'entraînement ont fait d'eux des extensions l'un de l'autre. Là où les sens humains d'Aaron échouent, les capacités canines de Vortex comblent les lacunes. À mesure qu'ils se rapprochent, la forme devient plus claire à travers la végétation. Le profil distinctif d'un hélicoptère d'attaque émerge. Sa surface autrefois noire mat est maintenant ternie par l'exposition et partiellement cachée sous un filet de camouflage effondré et des années de croissance naturelle. La scène est d'un calme inquiétant. Aucun oiseau ne chante dans les arbres voisins. Aucun insecte ne bourdonne autour de la carcasse métallique. Seul le grincement métallique occasionnel rompt le silence, alors que le soleil du matin réchauffe les surfaces froides. Aaron fait le tour de l'appareil méthodiquement, son œil exercé notant des détails qui racontent une histoire. Il n'y a aucun dommage dû à un crash, aucun signe de procédure d'atterrissage d'urgence. L'hélicoptère a été délibérément placé ici et caché avec un soin professionnel. L'hélicoptère d'attaque Apache est en parfaite position d'atterrissage comme si son pilote l'avait simplement posé, s'était éloigné et l'avait laissé à la nature pour qu'elle le reprenne. Après avoir vérifié la présence de pièges et de capteurs de pression autour du périmètre, Aaron s'approche de l'hélicoptère lui-même. Elle examine d'abord l'extérieur. Pas de trou de balle, pas de défaillance mécanique évidente. Les numéros d'immatriculation ont été soigneusement retirés, mais de légères empreintes subsistent dans la peinture. Elle les photographie avec un objectif spécial fixé à son téléphone. Tiens la position, commande-t-elle doucement à Vortex. Le chien prend son service de sentinelle,
pendant qu'Aaron grimpe prudemment dans le cockpit. L'intérieur est remarquablement préservé, couvert de poussière, mais intact. Les panneaux de contrôle semblent opérationnels, simplement en veille. Des cartes sont toujours fixées sur des tableaux, montrant des emplacements en Afghanistan, avec des cercles rouges marquant des complexes et des villages spécifiques. Elle trouve un journal de bord coincé sous le siège du pilote. Ses entrées s'arrêtent brusquement il y a 7 ans. La dernière annotation indique seulement «Déploiement autorisé, que Dieu nous pardonne». Dans le siège du pilote, caché dans un petit compartiment clairement destiné aux objets personnels, elle trouve une photo usée d'une femme aux cheveux courts coupés, debout à côté d'un homme en tenue de vol. Le visage de la femme est partiellement obscurci par un reflet, mais quelque chose dans sa posture semble familier à Aaron. À côté de la photo, une paire de plaques d'identité pour le Major Loyal Corvus, USMC, cliquette doucement alors qu'elle les soulève. Ses doigts s'attardent sur les objets, son expression indéchiffrable mais intense. Elle glisse la photo et les plaques d'identité dans sa poche sécurisée. Dehors, Vortex commence à gratter agressivement le ventre de l'hélicoptère, gémissant avec le ton particulier qui indique qu'il a trouvé quelque chose d'important. Aaron descend pour enquêter, découvrant un panneau desserré sous le point d'accès du siège du pilote. À l'aide d'un outil multifonction de son sac, elle le force soigneusement. Le compartiment caché contient une maillette à documents étanches estampillée Umbra Black, le plus haut niveau de classification du renseignement militaire, et un élégant boîtier en titane avec des verrous biométriques. La combinaison suggère des informations qui ne devaient jamais être trouvées par du personnel non autorisé. Aaron photographie tout en place avant de retirer soigneusement les objets. Un rapide coup d'œil à sa montre indique que l'après-midi décline. Des décisions doivent être prises rapidement. Commandement, ici Blackwood. Tente-t-elle via sa radio sécurisée. Découverte prioritaire aux coordonnées cartographiques 437/26. Demande d'instruction. Seul un grésillement répond à son appel. Elle vérifie l'indicateur de force du signal. Une réception complète devrait être disponible à cet endroit. L'absence de réponse est préoccupante. Alors que la lumière du jour commence à faiblir, Aaron prend la décision tactique d'établir un poste d'observation temporaire à 800 mètres de l'hélicoptère. Elle choisit une position qui offre des lignes de vue claires sur l'appareil et toutes les voies d'approche potentielles. Installant un équipement minimal avec Vortex maintenant la sécurité du périmètre. Elle tente 3 autres appels radio en utilisant différentes fréquences et protocoles cryptés, mais ne reçoit que du grésillement en réponse. Son téléphone satellite, normalement une sauvegarde fiable, ne montre aucun signal malgré un ciel dégagé. Ces 2 pannes de communication suggèrent un brouillage actif du signal plutôt qu'un dysfonctionnement de l'équipement. Quelque chose ne va pas du tout, mon garçon, murmure-t-elle à Vortex, qui la regarde avec des yeux intelligents. Soit nous sommes tombés sur quelque chose de classifié au-delà de notre habilitation, soit quelqu'un ne veut pas que nous rapportions ce que nous avons trouvé. La nuit est complètement tombée quand Vortex grogne doucement à côté d'elle. Le son est bas, un avertissement plutôt qu'une alerte immédiate. Aaron éteint immédiatement sa petite lampe de camp et se déplace vers un terrain plus élevé. Vortex la suivant silencieusement sur ses talons. À travers ses jumelles de vision nocturne, elle repère plusieurs signatures thermiques se déplaçant systématiquement à travers la forêt en contrebas. Un schéma de recherche professionnelle conçu pour localiser et contenir. Les silhouettes portent un équipement tactique, mais ne portent aucun marqueur d'identification ou insigne d'uniforme visible, même à travers les optiques améliorées. Leur communication est silencieuse, coordonnée par des signaux manuels similaires à ceux utilisés par les équipes d'opérations spéciales. Aaron compte 8 opérateurs se déplaçant vers le site de l'hélicoptère, avec 2 autres établissant des positions de confinement au nord et au sud. Ce n'est pas une équipe de récupération standard. L'absence d'insignes et le silence des communications suggèrent une opération clandestine. Quelqu'un qui cherche l'hélicoptère sans autorisation officielle. Aaron lève rapidement le camp, laissant de subtiles fausses pistes avant de se replier plus haut dans un terrain rocheux avec Vortex. Les formations calcaires offrent à la fois une couverture et une réduction de la signature thermique qui pourrait tromper les capteurs infrarouges. Depuis son point d'observation dissimulé, elle observe les silhouettes vêtues de noir entourer l'hélicoptère. Ils se déplacent avec une précision militaire,
mais ne suivent aucun protocole standard qu'elle reconnaît. Deux opérateurs entrent dans le cockpit de l'Apache, tandis que d'autres établissent un périmètre. Même à cette distance, Aaron peut sentir leur frustration croissante alors qu'ils fouillent les compartiments, les trouvant vides des documents et du boîtier qu'elle a retiré. Dans sa cachette sécurisée, Aaron examine le boîtier en titane de plus près. Le verrou biométrique nécessite une empreinte digitale et un scan rétinien qu'elle ne peut pas fournir. Mais sa formation spécialisée incluait des méthodes pour contourner de tels systèmes. À l'aide d'outils de son kit de terrain, elle contourne soigneusement les sécurités mécaniques tout en laissant les systèmes électroniques intacts. Une procédure délicate qui prend près de 40 minutes d'effort concentré. Le boîtier cède enfin avec un léger sifflement de pression qui s'égalise. À l'intérieur, les schémas techniques d'un système d'armes nommé Thanos sont méticuleusement détaillés, ainsi qu'une clé USB militaire renforcée. Elle la connecte à sa tablette renforcée, qui recherche automatiquement les logiciels malveillants avant d'accéder au contenu. L'écran s'anime avec les journaux vidéo du Major Lowell Corvus. L'homme sur les enregistrements correspond à la silhouette en tenue de vol de la photographie. Des traits forts, des yeux déterminés qui montrent néanmoins des signes de stress profond. Les premiers journaux détaillent le développement de Thanos, décrit comme un système incendiaire atmosphérique conçu pour préserver les infrastructures tout en réalisant une neutralisation complète du personnel. La dernière entrée montre Corvus avec des yeux hantés, expliquant que l'arme a été testée sans autorisation appropriée sur un village afghan, entraînant 47 victimes civiles. Le haut commandement avait ordonné la destruction de tous les dossiers, le silence de tous les témoins. Corvus déclare son intention de devenir un lanceur d'alerte pour révéler la vérité, quelles que soient les conséquences personnelles. Ce n'était pas un combat, dit-il dans l'enregistrement, sa voix tendue de rage contenue. C'était un test sur le terrain sur des sujets non consentants. L'arme a fonctionné exactement comme prévu. Elle a brûlé l'oxygène de leurs poumons tout en laissant les structures intactes, parfait pour nettoyer des bâtiments sans endommager les infrastructures. Mais les dommages collatéraux étaient, il s'arrête, luttant pour garder son sang-froid, inacceptables selon toute mesure d'éthique militaire ou de décence humaine. Le journal se termine brusquement avec des bruits d'un hélicoptère qui approche et Corvus attrapant son arme de poing. Avant que la vidéo ne coupe, il prononce une dernière phrase. Le lieutenant Blackwood est la seule personne en qui j'ai confiance pour ça. Si quelque chose m'arrive, l'écran devient noir. Les doigts d'Aaron touchent inconsciemment les cicatrices sur son cou, ses yeux fixés sur l'écran sombre pendant de longs moments. Son expression passe du choc à une détermination sombre, alors que les pièces d'un puzzle vieux de 7 ans commencent à s'assembler. L'aube se lève sur les montagnes alors qu'Aaron emballe les preuves en toute sécurité. Elle repère le premier drone lorsque son ombre passe au-dessus d'une clairière à l'est. Un modèle de surveillance militaire balayant la zone selon des schémas de recherche. En quelques minutes, un deuxième drone apparaît du sud, puis un troisième de l'ouest. Le schéma de recherche coordonné suggère des ressources importantes déployées pour la retrouver. Son transpondeur SEAL sécurisé, un appareil destiné à l'identifier auprès des forces ennemies et à prévenir les tirs amis, s'active soudainement sans son intervention. Le petit appareil à sa ceinture émet une impulsion régulière, diffusant sa position au lieu de maintenir son état passif crypté habituel. Aaron le désactive rapidement, réalisant qu'elle est traquée par les siens, ou du moins par des personnes ayant accès au protocole militaire et au code de dérogation. L'ampleur de ce qu'elle a découvert s'abat sur elle comme un poids physique. « Ils viennent pour nous, Vortex », murmure-t-elle en passant la main sur l'épaule musclée du chien, « et ils n'arrêteront pas tant qu'ils n'auront pas ce que nous avons trouvé. » Pendant 3 jours, Aaron et Vortex exécutent des tactiques d'évasion de manuel à travers la nature sauvage. Ils ne se déplacent que la nuit, utilisant les caractéristiques naturelles du terrain pour masquer leur signature thermique des drones qui patrouillent au-dessus d'eux pendant la journée. La recherche s'est intensifiée avec des balayages d'hélicoptères rejoignant les drones à l'aube et au crépuscule, lorsque l'imagerie thermique est moins efficace. Pendant la journée, ils se cachent dans des positions soigneusement préparées, Vortex montant la garde pendant qu'Aaron étudie des documents récupérés. Les schémas techniques révèlent que Thanos est bien plus avancé qu'elle ne le craignait initialement.
L'arme était conçue pour créer une zone à déplétion rapide d'oxygène qui étouffait efficacement tout être vivant dans son rayon, tout en laissant les structures complètement intactes. Parfait pour nettoyer des bâtiments ou des complexes sans détruire des infrastructures ou des matériaux de renseignement précieux. Selon les notes de déploiement, le village afghan a été choisi comme site de test parce que l'imagerie satellite avait identifié des similitudes structurelles avec des cibles urbaines d'intérêt. Les documents d'autorisation manquaient de signatures de commandement appropriées, suggérant que le test avait été mené en dehors de la chaîne de commandement normale. 47 civils avaient été sacrifiés non pas au combat, mais dans un test d'armes déguisées en opération militaire standard contre des insurgés. Le matin du troisième jour, Aaron s'approche prudemment de la limite est de la zone sauvage. Une route de campagne traverse la forêt devant elle, formant la frontière du terrain militaire où elle menait son exercice d'entraînement. Dans des circonstances normales, ce serait son point d'extraction où un véhicule banalisé la récupérerait, elle et Vortex mettant fin à leur session d'entraînement en milieu sauvage. Mais alors qu'elle observe depuis sa cachette, elle voit des véhicules converger des deux directions. Des SUV noirs et des transports militaires non marqués prennent position à des intervalles d'un quart de mille. Ils ont anticipé son itinéraire et établi un périmètre de confinement. Procédure standard des opérations spéciales pour capturer une cible de grande valeur. Aaron se retire dans la lisière des arbres, évaluant ses options. Le boîtier en titane et son contenu pèsent lourdement dans son sac. Les preuves qu'il contient pourraient exposer des crimes commis par de hauts responsables militaires, mais seulement si elles parviennent à les faire parvenir à des personnes qui agiront plutôt que de les enterrer plus profondément. Après 7 ans de recherche, elle ne peut pas permettre qu'il soit repris maintenant. Elle s'agenouille à côté de Vortex, prenant sa décision. De son sac, elle retire plusieurs cartes mémoire résistantes aux intempéries contenant des copies des preuves les plus accablantes. Elle les sécurise dans un compartiment spécial du gilet tactique du chien, avec une note manuscrite contenant des coordonnées et des informations de contact. Plan de secours, mon garçon, murmure-t-elle en passant la main sur le cou musclé du chien. Avec des signaux manuels précis et des ordres chuchotés, elle programme la mission de son partenaire. Les yeux de Vortex ne la quittent jamais. Le lien entre le maître et le chien de travail militaire transcendant l'entraînement ordinaire. Avec un dernier ordre silencieux, elle envoie le chien s'élancer à travers les sous-bois, se déplaçant perpendiculairement à la route où attendent les véhicules. Si elle est capturée, Vortex sait où aller, qui trouver. C'est un pari désespéré, mais pour lequel ils se sont entraînés. Après s'être assuré que Vortex a disparu dans la forêt, Aaron se ressaisit. Elle sécurise son arme de poing dans son étui, mais le laisse ouvert pour un accès rapide si nécessaire. Puis, portant son sac contenant les preuves originales, elle marche ouvertement sur la route, les mains visibles à ses côtés. La réaction est immédiate. Les véhicules démarrent en une trombe, convergeant vers sa position des deux directions. Des équipes tactiques se déploient avec une précision militaire, les armes pointées sur elles depuis plusieurs angles. Leur équipement n'est pas marqué, mais de première qualité militaire. Leurs mouvements suggèrent un entraînement d'opérations spéciales. Du SUV de tête émerge une silhouette qui fait imperceptiblement se crisper la mâchoire d'Aaron. Le colonel Emmett Thorne, aux cheveux argentés et distingué dans son uniforme impeccable, se déplace avec l'assurance de quelqu'un habitué à une autorité absolue. Elle le reconnaît immédiatement grâce au briefing du renseignement, bien qu'ils ne se soient jamais rencontrés personnellement. Directeur adjoint du développement des armes spéciales, avec des relations dans toute la communauté du renseignement militaire. Baissez vos armes, ordonne-t-il à ses hommes alors qu'il s'approche seul d'Aaron. On vous cherchait, lieutenant. Je m'en doute, répond froidement Aaron, sa posture détendue malgré les armes pointées sur elle. Trouver votre hélicoptère a dû déclencher pas mal d'alarmes. Thorne l'étudie avec un détachement clinique, s'arrêtant à quelques pas. C'est intéressant. La plupart des gens auraient signalé une telle découverte immédiatement. Pourtant, vous avez choisi d'enquêter seul, presque comme si vous saviez ce que vous pourriez trouver. Protocole de reconnaissance standard, colonel. Évaluez avant de rapporter. Non. Thorne secoue lentement la tête, commençant à tourner autour d'elle comme un prédateur évaluant sa proie. Il n'y a rien de standard chez vous, n'est-ce pas, Major Corvis? Le nom frappe Aaron comme un coup physique, bien que son expression ne trahisse rien. À l'intérieur, son esprit s'emballe.
Son identité de couverture en tant qu'Aaron Blackwood est résisté à d'innombrables examens d'habilitation de sécurité. Que Thorne connaisse son vrai nom signifie qu'il dispose de ressources au-delà des canaux militaires normaux. Vous semblez confus, colonel, répond-elle d'une voix égale. Mon nom est Lieutenant Blackwood. Vérifiez mon dossier de service. Thorne sort une tablette de son assistant, la tournant pour lui montrer une photo de dossier. Elle montre une version plus jeune d'elle-même dans un uniforme différent, coiffée différemment, mais c'est indubitablement elle. Major Aaron Corvus, renseignement militaire, spécialisé dans l'évaluation des armes avancées, présumée morte dans le même incident qui a tué votre mari. Le sourire froid de Thorne s'élargit légèrement. Pensiez-vous que changer de nom et rejoindre les SEALs vous cacherait pour toujours? Les cicatrices de brûlure sur votre cou sont assez distinctives, même après une chirurgie reconstructrice. La main d'Aaron se déplace instinctivement vers son col avant qu'elle ne la force à redescendre. Le jeu est terminé. 7 ans d'identité soigneusement construite, de travail pour gravir les échelons de l'entraînement des forces spéciales, de se positionner pour accéder à des zones classifiées, tout cela pour trouver la vérité sur ce qui est arrivé à son mari. Tout est exposé en un instant. L'incident que vous avez orchestré, répond-elle, la voix stable malgré l'émotion qui bouillonne en elle. Pas une opération de combat, un test d'armes. Un test sur le terrain regrettable avec des résultats inattendus, corrige Thorne doucement. La sécurité nationale exige des décisions difficiles, Major. Quelqu'un avec votre parcours devrait comprendre cela. 47 civils, des travailleurs humanitaires, et mon mari n'a pas été tué dans la frappe. Il a été éliminé après, n'est-ce pas? Pour avoir prévu de vous dénoncer. L'expression de Thorne se durcit momentanément avant de retrouver un détachement professionnel. Il fait un geste vers la nature sauvage derrière elle. L'hélicoptère n'a pas été caché négligemment, Major. Il a été placé là il y a 6 semaines. Nous suivons vos schémas de recherche depuis des années, vous observant progresser dans les zones classifiées sous votre nouvelle identité. Nous savions que vous finiriez par trouver nos miettes de pain. La réalisation submerge Aaron comme de l'eau glacée. Vous m'avez utilisé pour trouver ce que l'OL avait caché, les dossiers complets de Thanos, les preuves qu'il a dispersées, avant que vous ne le tuiez. Et maintenant, vous nous avez mené droit à elle, confirme Thorne, sa voix presque appréciatrice. Où est le boîtier, Major? La clé USB originale. Nous cherchons ces objets particuliers depuis 7 ans. Disparu, ment Aaron sans hésiter. Détruits il y a des années, quand j'ai réalisé ce que j'avais trouvé. Thorne fait signe à ses hommes qui commencent à s'approcher avec des menottes. Je ne vous crois pas, mais nous aurons le temps d'en discuter correctement dans un lieu sécurisé. Aaron évalue ses options. 6 opérateurs armés s'approchent, plus dans les véhicules. Se battre serait un suicide et risquerait la destruction des preuves. Sa mission n'a jamais été de mourir pour la vérité, mais de l'exposer. Elle doit rester en vie assez longtemps pour que Vortex accomplisse sa mission. Alors que les hommes se rapprochent, un sifflement aigu perce l'air. Pas d'Aaron, mais de la lisière de la forêt à 30 mètres de là. Les têtes se tournent alors que Vortex réapparaît de la lisière des arbres. Mais le chien n'est pas seul. 3 silhouettes émergent derrière lui. 2 portent du matériel de caméra professionnel et filment déjà la scène. La troisième, une femme en uniforme de Federal Marshal, brandit ses accréditations. Colonel Thorne, lance la Marshal, sa voix portant avec une autorité officielle. Je suis la Federal Marshal Kessler, avec des documents du ministère de la Justice. Votre opération n'a été autorisée par aucune autorité légale et vous détenez actuellement un membre du service américain sans juridiction. Le visage de Thorne s'assombrit de fureur. C'est une opération militaire classifiée, Marshal. Vous n'avez aucune autorité ici. Pas selon les chefs d'état-major interarmés, répond Kessler, s'approchant prudemment avec ses accréditations toujours visibles. Nous avons reçu un paquet de données assez intéressant il y a 6 heures, suffisant pour convaincre un juge fédéral d'émettre une ordonnance d'urgence, empêchant toute détention du lieutenant Blackwood par votre équipe. Aaron réprime un sourire de satisfaction. Son plan de secours a parfaitement fonctionné. Lorsqu'elle a découvert l'hélicoptère pour la première fois, elle avait activé un protocole sécurisé établi des années auparavant avec des contacts de sa vie antérieure. Si elle manquait des points de contrôle programmés, les preuves qu'elle avait accumulées seraient automatiquement transmises à des personnes spécifiques des forces de l'ordre et de la surveillance militaire.
Thorne se tourne vers elle, la compréhension se faisant jour. Vous saviez que nous venions. Toute cette évasion n'était qu'une tactique dilatoire. 3 jours, c'est tout ce dont j'avais besoin, confirme Aaron. Assez longtemps pour que les preuves atteignent des gens qui ne pouvaient être ni achetés ni menacés. Avec des mouvements prudents, Aaron retire lentement sa veste à col haut, révélant entièrement de profondes cicatrices de brûlure couvrant son cou et le haut de sa poitrine. Les dommages sont étendus, du genre de ceux que l'on subit en étant pris au bord d'un brasier. J'étais dans ce village, colonel. Mission humanitaire avec Médecins sans frontières. J'ai vu votre arme brûler tout le monde autour de moi pendant que je me cachais sous l'eau dans un fossé d'irrigation. Je porte leurs cris depuis 7 ans. Les yeux de Thorne s'écarquillent légèrement alors qu'il regarde plus attentivement son visage, puis de nouveau la tablette avec sa photo de service. La femme sur la photo avec Lowell, ce n'était pas sa femme. C'était une opératrice travaillant aux côtés de son mari, termine Aaron. Lowell m'a reconnu dans les rapports de perte, mais a gardé le secret. Il m'a aidé à me rétablir, m'a donné une nouvelle identité. Puis il a commencé à rassembler des preuves contre vous et votre projet Thanos. Quand il a disparu, j'ai continué sa mission. L'équipe tactique de Thorne s'agite nerveusement, certains baissant légèrement leurs armes alors que les caméras continuent d'enregistrer. L'expression de leur commandant se durcit alors qu'il réalise que sa position s'affaiblit. Vous n'avez aucune idée de ce dans quoi vous vous ingérez, siffle-t-il. Thanos représente un avantage stratégique dont ce pays a désespérément besoin. Nous sommes confrontés à des menaces que les armes conventionnelles ne peuvent pas contrer. Des menaces qui justifient de tester des armes sur des civils, conteste Aaron. De tuer vos propres opérateurs pour maintenir le secret? Ce ne sont pas les valeurs que j'ai juré de défendre, colonel. L'impasse est soudainement interrompue par le son distinctif des rotors d'hélicoptères approchant rapidement de l'est. 3 Black Hawks apparaissent au-dessus de la lisière des arbres, portant les insignes de la police militaire. Ils tournent une fois avant d'atterrir sur la route. Les rotors soulèvent la poussière, alors que des équipes de PM en tenue tactique complète débarquent. À leur tête se trouve une silhouette qui fait même se redresser instinctivement Thorne. L'amiral Sarah Okafor, le visage sévère et le dos droit comme un I, ses médailles brillantes sur son uniforme de cérémonie malgré les conditions de terrain. En tant que chef du commandement de la guerre spéciale navale, sa présence suggère une intervention des plus hauts niveaux. Colonel Thorne, annonce Okafor, sa voix portant même par-dessus le bruit décroissant des rotors. Par ordre des chefs d'état-major interarmés, vous êtes relevé de votre commandement dans l'attente d'une enquête sur des essais d'armes non autorisés et la falsification de rapports de combat. Les hommes de Thorne hésitent, les armes toujours levées, mais maintenant pris entre des chaînes de commandement contradictoires. La situation est devenue dangereusement instable. Baissez vos armes, commande Okafor avec une autorité absolue, ou faites face à des accusations de mutinerie en plus de la conspiration. Un par un, les membres de l'équipe tactique baissent leurs armes. La police militaire intervient pour les sécuriser, tandis que 2 officiers supérieurs s'approchent directement de Thorne. Alors qu'ils lui passent les menottes, il croise le regard d'Aaron une dernière fois. « Ce n'est pas fini, lui dit-il à voix basse. Certains secrets restent enfouis pour la sécurité nationale. Pas celui-ci, répond Aaron, Vortex revenant à ses côtés alors qu'elle parle. Plus maintenant. Alors que Thorne est escorté, l'amiral Okafor s'approche d'Aaron, qui se tient au garde-à-vous malgré son épuisement. Vortex est vigilant à ses côtés. Les oreilles du chien restent alertes, son entraînement trop ancré pour se détendre même si la menace immédiate se dissipe. Autour d'eux, la police militaire sécurise la scène, traitant l'équipe de Thorne et établissant un périmètre. Lieutenant Blackwood, ou devrais-je dire Major Corvus, commence Okafor, son ton professionnel mais pas hostile. Ses yeux examinent brièvement les cicatrices révélées d'Aaron avant de revenir sur son visage avec le respect d'un guerrier reconnaissant un autre. Votre transmission a atteint directement les chefs d'état-major interarmés. J'ai été dépêché personnellement lorsque le contenu a été vérifié. Aaron maintient sa posture formelle. Amiral, je peux expliquer mes actions. Vos actions ont probablement empêché une grave violation de l'éthique militaire de rester enfouie, répond Okafor. Le projet Thanos n'a jamais été autorisé au niveau du commandement. L'incident du village a été rapporté comme une frappe conventionnelle contre des insurgés, toutes les victimes civiles étant attribuées à l'action ennemie.
De sa poche, Okafor sort une paire de plaques d'identité qui brillent à la lumière du matin. Les restes de votre mari ont été récupérés de ce qui a été classé comme un accident d'avion et enterrés sous une fausse identité dans un cimetière militaire en Virginie. Un enterrement militaire en bonne et due forme avec tous les honneurs sera organisé immédiatement. Aaron prend les plaques, fermant son poing autour d'elle. Le métal est froid contre sa paume. Le dernier lien physique avec l'homme qu'elle avait aimé, le partenaire dont elle avait continué la mission. Pendant un instant, son sang-froid soigneusement maintenu vacille. Et les autres responsables demande-t-elle, sa voix stable, malgré l'émotion qui lui serre la gorge. L'enquête commence aujourd'hui, l'assure Okafor. Thorne n'agissait pas seul. Nous avons déjà identifié plusieurs hauts responsables qui ont approuvé le financement de Thanos en dehors des canaux appropriés. Les chefs d'état-major interarmés ont autorisé un examen complet de tous les programmes d'armes classifiés initiés pendant cette période. Okafor jette un coup d'œil au sac à dos contenant le boîtier en titane. « J'ai besoin de savoir, Major, qu'avez-vous trouvé d'autre? » Les spécifications techniques complètes de Thanos. Détruites, confirme Aaron sans hésitation. Le monde n'a pas besoin de cette arme. Je n'ai gardé que ce qui était nécessaire pour prouver ce qui est arrivé à ces civils et à mon mari. Okafor l'étudie pendant un long moment, son expression indéchiffrable. Puis elle hoche la tête une fois, de manière décisive. « Je vous crois. » Elle se redresse et offre à Aaron un salut formel. « Votre pays vous a fait défaut à tous les deux, Major, mais aujourd'hui, vous nous avez sauvés de nous-mêmes. » Aaron rend le salut. 7 ans de vigilance et de détermination culminant en ce moment de justification. Alors qu'elle baisse la main, un poids semble se soulever de ses épaules, mais pas complètement. La justice a commencé son processus, mais il y a encore beaucoup à faire. « Qu'est-ce qui se passe maintenant, amiral? » demande-t-elle. « Maintenant, Major Curvis, nous commençons à réparer des choses, en commençant par restaurer votre véritable identité et votre grade. » Okafor fait un geste vers l'hélicoptère. « Nous avons beaucoup de choses à discuter pendant le vol de retour vers Washington. » 6 mois plus tard, le cimetière national d'Arlington est calme dans la lumière du petit matin. Une garde d'honneur militaire se tient au garde-à-vous, à côté d'un cercueil drapé d'un drapeau, positionné au-dessus d'une tombe fraîchement creusée. La pierre tombale indique « Major Lowell Curvis, USMC, défenseur de la vérité, sacrifice ultime. » Aaron se tient à proximité, portant son uniforme de la marine avec les insignes de son grade restauré. Les cicatrices sur son cou sont visibles au-dessus de son col, plus cachées. Autour de son cou pendant 2 jeux de plaques d'identité, celles de son mari et les siennes. Vortex est assis parfaitement au garde-à-vous à côté d'elle, son entraînement évident même dans ce cadre solennel. La cérémonie se déroule avec une précision militaire formelle. Un aumônier parle de devoir et de sacrifice. La garde d'honneur plie le drapeau avec des mouvements experts, le présentant à Aaron avec un respect solennel. Une salve de fusil retentit dans l'air matinal, retardé de 7 ans, mais reconnaissant enfin la vraie nature du sacrifice de Lowell Curvis. Alors que la cérémonie se termine et que les autres personnes en deuil commencent à se disperser, Aaron reste près de la tombe. Elle s'agenouille près de la terre fraîche, Vortex maintenant sa position à ses côtés. De sa poche, elle sort la photo usée trouvée dans l'hélicoptère, celle la montrant avec Lowell, debout ensemble en Afghanistan, avant que tout ne change. Elle la place soigneusement contre la pierre tombale, un moment privé de souvenirs. À une distance respectueuse, plusieurs hauts responsables militaires observent la scène, y compris l'amiral Okafor. L'enquête qu'elle a promise a été approfondie et sans compromis. 8 hauts responsables ont été inculpés pour leur rôle dans le projet Thanos et la dissimulation qui a suivi. Les familles des victimes du village ont reçu une reconnaissance formelle de la vérité et des réparations importantes, bien que rien ne puisse vraiment compenser leurs pertes. Quand la plupart des personnes en deuil sont parties, Okafor s'approche d'Aaron, qui se lève pour reconnaître sa présence. La dernière des inculpations a été confirmée hier, informe Okafor. La commission de surveillance du Congrès a été entièrement informée. Il n'y aura plus de dissimulation. Aaron hoche la tête en silence, ses yeux toujours attirés par la tombe et la finalité qu'elle représente. Les chefs d'état-major interarmés ont approuvé la création d'une nouvelle division, poursuit Okafor. L'éthique et la responsabilité militaire, relevant directement de la surveillance civile,
avec l'autorité d'enquêter sur toute préoccupation opérationnelle sans interférence de la chaîne de commandement. Elle fait une pause observant attentivement Aaron. Nous avons besoin de quelqu'un pour la diriger, Major. Quelqu'un qui comprend l'équilibre complexe entre la sécurité nationale et l'action éthique. Quelqu'un qui a prouvé qu'il défendrait la vérité quel qu'en soit le prix. Avant qu'Aaron ne puisse répondre, Vortex signale l'approche de nouveaux arrivants du côté est du cimetière. Un groupe de jeunes femmes candidates SEAL en uniforme d'entraînement est apparu, attendant respectueusement à distance. Elles reconnaissent Aaron, se redressant alors qu'elles les remarquent. Leur présence ici est inhabituelle, une déviation de leur programme d'entraînement qui a dû nécessiter une permission spéciale. Votre histoire a déjà changé les choses, observe Okafor, suivant le regard d'Aaron. Les candidatures de femmes au programme des forces spéciales ont doublé au cours des 3 derniers mois. Ces candidates vous ont spécifiquement cité comme leur inspiration. Aaron observe les jeunes femmes, voyant en elles la même détermination qu'elle avait ressentie au début de son propre parcours. Non seulement pour servir, mais pour défendre les principes que le service militaire devrait incarner. Dans leurs yeux, elle reconnaît un feu familier. L'engagement à être non seulement des guerrières, mais aussi des gardiennes de quelque chose de plus grand qu'elles-mêmes. Quand est-ce que je commence? Demande-t-elle en se retournant vers Okafor. Le bureau est en cours de création. Vous aurez une autonomie complète pour sélectionner votre équipe et établir les protocoles. Okafor lui tend la main. Vous avez mérité cela, Major Corvus. Pas seulement le poste, mais la chance de garantir que ce qui vous est arrivé, à vous et à votre mari, ne se reproduise plus jamais. Aaron accepte la poignée de main, la décision lui semblant juste d'une manière que peu de choses l'ont été depuis ce jour en Afghanistan, il y a 7 ans. Sa mission de découvrir la vérité sur la mort de son mari a évolué en quelque chose de plus grand. Un engagement envers l'intégrité institutionnelle qui pourrait sauver des vies et préserver l'honneur du service qu'ils aimaient tous les deux. Alors qu'elle s'éloigne de la tombe avec Vortex à ses côtés, elle passe devant les candidates SEAL. Elle lui adresse de subtils hochements de tête respectueux, l'une chuchotant à une autre en reconnaissant la femme dont l'histoire est devenue une légende au sein de la communauté des forces spéciales. Aaron les salue d'un petit geste, un lien entre le sacrifice passé et la possibilité future. Madame, une des candidates s'avance légèrement. Nous voulions juste vous dire merci de nous avoir montré ce que signifie vraiment servir. Aaron s'arrête, étudiant la jeune femme dont les yeux brûlent de détermination. Honorez le serment, pas seulement les ordres, lui dit-elle, des mots que Loel avait prononcés autrefois et qui l'avaient guidé à travers ces moments les plus sombres. Souvenez-vous pourquoi vous portez l'uniforme. La candidate se redresse. Oui, madame. Alors qu'Aaron continue vers les portes du cimetière, où un véhicule l'attend pour la conduire à sa nouvelle affectation, elle sent la présence de Loel à chaque pas. Le poids de ses plaques d'identité contre sa poitrine n'est plus un fardeau de deuil et de justice non résolue, mais un rappel de son but. Sa mission, maintenant achevée, s'est transformée en son nouveau départ. L'amiral Okafor se met à sa hauteur. La division de l'éthique aura besoin d'un nom approprié, quelque chose de significatif. Aaron réfléchit un instant puis répond « Projet Corvus pour honorer tous ceux qui ont payé le prix de la vérité. » Okafor hoche la tête en signe d'approbation. Projet Corvus, ce sera. Les terrains du cimetière cèdent la place au bâtiment administratif au-delà. Aaron s'arrête sur le seuil, regardant une dernière fois la tombe lointaine où un chapitre s'est enfin clos. Vortex se tient attentif à ses côtés, toujours vigilant, toujours loyal, un rappel que même dans les opérations les plus sombres, les liens de confiance et d'intégrité restent essentiels. Washington, D.C. s'étend devant eux. Le Pentagone est visible au loin, où son nouveau bureau l'attend. L'horizon semble plus clair maintenant. Le chemin à suivre est défini par un but plutôt que par la vengeance. La justice qu'elle cherchait pour son mari a évolué en une mission pour protéger les valeurs que tous deux avaient juré de défendre. 6 semaines plus tard, les bureaux nouvellement créés du projet Corvus occupent une aile sécurisée du Pentagone. L'espace bourdonne d'une activité déterminée, alors que l'équipe triée sur le volet d'Aaron examine des dossiers de violation potentielle de l'éthique de toutes les branches militaires. Au mur est accrochée une simple photo encadrée du village afghan avant sa destruction.
Un rappel constant de l'importance de leur travail. Aaron se tient à la fenêtre, regardant une pluie de printemps laver la capitale. Vortex est couché à ses pieds, toujours présent, toujours vigilant. Sur son bureau se trouve un dossier marqué urgent. Le premier cas majeur approuvé pour une enquête complète par son équipe. Le dossier détaille des divergences suspectes dans les rapports d'une opération classifiée en Asie du Sud-Est. Des échos du même schéma qui avait caché Thanos. Un coup à sa porte attire son attention de la pluie. Le capitaine Hedda Wheeler, anciennement procureur du JAG Corps et maintenant directrice adjointe d'Aaron, entre d'un pas déterminé. La commission de surveillance a approuvé notre demande d'accès au dossier classifié, rapporte Wheeler. Nous y allons demain à 08h. Aaron hoche la tête. Rassemblez l'équipe pour le briefing final. Celui-ci ressemble à Thanos. Quelqu'un cache quelque chose qu'il ne devrait pas. Devons-nous nous attendre à de la résistance? Demande Wheeler, connaissant déjà la réponse. Comptez dessus, répond Aaron en se retournant vers la fenêtre. Mais cette fois, la vérité a un soutien institutionnel. Et nous avons quelque chose que l'OL n'a jamais eu. Qu'est-ce que c'est, Major? Le reflet d'Aaron dans la vitre montre une femme transformée par le deuil et la détermination en quelque chose de redoutable. Les cicatrices sur son cou sont visibles, plus cachées, un témoignage de ce qu'elle a survécu et de la raison pour laquelle elle se bat. Nous avons l'autorité pour défoncer les portes au lieu d'essayer de nous y faufiler, répond-elle. Et nous avons une équipe qui comprend le coup du silence. Alors que Wheeler part préparer de l'équipe, Aaron s'agenouille à côté de Vortex, le grattant derrière les oreilles. Le chien l'a accompagné à chaque étape de son voyage, de la nature sauvage où ils ont trouvé l'hélicoptère à ce bureau, où ils continuent maintenant la mission sous une forme différente. Qu'en penses-tu, mon garçon? Prêt à faire du bruit pour les silencieux qui ne peuvent pas parler pour eux-mêmes? Les yeux intelligents de Vortex rencontrent les siens avec la même loyauté et la même détermination qui les ont portés à travers des obstacles impossibles. Dehors, la pluie commence à cesser, la lumière du soleil perçant à travers les nuages au-dessus de la capitale. La justice, comme la guérison, vient lentement, par fragments de lumière perçant les ténèbres. Mais elle vient néanmoins à ceux qui ont le courage de l'exiger. Aaron se lève, sa décision prise, son but renouvelé. La mission continue, non plus pour la vengeance, mais pour la protection. Pour le serment qu'ils ont tous prêté. Pour les héros silencieux comme l'OL, qui ont payé le prix ultime pour avoir défendu leurs principes, et pour ceux qui servent encore et qui méritent des dirigeants dignes de leur sacrifice. Les cicatrices sur son cou lui rappelleront toujours ce qui a été perdu. Mais son travail se concentre maintenant sur ce qui peut encore être sauvé. L'intégrité des institutions, les principes qui doivent guider le pouvoir, la vérité qui ne doit plus jamais être enterrée par commodité ou par ambition. De son bureau, elle prend le dossier et se dirige vers la salle de conférence où son équipe l'attend. Le chemin à suivre est clair, illuminé par un but qui transcende la vengeance personnelle. L'OL serait fier, et cela, plus que toute médaille ou reconnaissance, est la validation qui compte.